Pendant ce temps, au bâtiment de l'Assemblée nationale japonaise, 4 chasseurs de rang S de la guilde Drosword entrèrent dans le hall. Leur arrivée fut aussitôt accueillie par les moqueries de 3 membres du Congrès, qui les raillèrent en affirmant que leur guilde était sur le point de s'effondrer après leur échec lors du raid sur l'île de Jeju. Ils ajoutèrent même qu'ils avaient perdu 7 chasseurs de rang S, dont Goto Ryuji. À ces mots, les chasseurs se retournèrent d'un même mouvement, lançant aux politiciens des regards si perçants que ces derniers, pris de peur, détournèrent aussitôt les yeux et s'éloignèrent comme si de rien n'était. À chaud, visiblement irrité, grogna entre ses dents, les gens étaient devenus bien trop audacieux depuis la mort de Goto Ryuji. Une réunion d'urgence était en cours pour faire face à une situation alarmante, l'apparition d'une porte de rang S dans le district de Shinjuku. Les hauts fonctionnaires japonais s'étaient réunis afin d'évaluer la menace. L'un des membres du Congrès, nerveux, s'écria pourquoi l'association des chasseurs n'avait encore pris aucune mesure. Il avertit que ce retard pourrait entraîner une rupture du donjon, une catastrophe où les monstres se déchaîneraient sur tout le pays. Matsumoto prit alors la parole, soulignant qu'il était impossible pour de simples chasseurs de rang S de gérer seule une porte de ce niveau. Il insista sur la nécessité urgente d'obtenir le soutien de chasseurs de niveau national. L'un des chasseurs proposa de faire appel à Thomas André, mais un autre membre du Congrès exprima des doutes. Le Japon pouvait-il réellement se permettre d'engager un chasseur aussi puissant, surtout dans un contexte où les portails apparaissaient partout dans le monde et où les ressources se faisaient rares? Selon lui, demander de l'aide à d'autres nations n'était tout simplement pas réaliste dans une telle crise mondiale. C'est alors que Sugioto rompit le silence. Il affirma connaître quelqu'un capable d'aider, à condition d'accepter de payer le prix. Il révéla son intention de recruter Yuri Orlov, un chasseur de rang S originaire de Russie. Pendant ce temps, sur la route, une camionnette avançait à vive allure. C'était Jinwoo, en route vers le bureau de la guilde. Tout en conduisant, il sortit de son inventaire la clé du temple de Cartan. Il se demandait quelle mission le système lui confierait désormais qu'il avait atteint le niveau 101. En arrivant au parking, il supposa que Gino devait être à l'intérieur, occupé à gérer les tâches administratives comme toujours. Mais soudain, son regard tomba sur Hunter Sha. Dès qu'elle l'aperçut, elle détourna les yeux et fit mine de partir. Jinwoo s'approcha rapidement d'elle et lui demanda directement la raison de sa visite. Gênée, elle répondit maladroitement qu'elle était simplement venue garer sa voiture. Jinwoo comprit aussitôt. C'était sans doute à cause de la compétence d'échange d'ombre qu'il avait utilisée plus tôt. En réalité, Hunter Sha voulait lui poser une question tout autre, savoir s'il entretenait une relation avec Suyan. Mais, embarrassée, elle changea de sujet et évoqua un message qu'elle avait reçu du chasseur Min Byung-gu à propos des pouvoirs de Jinwoo. Surpris, ce dernier l'invita à l'intérieur du bureau pour en parler plus en détail. Une fois à l'intérieur, il lui demanda comment le message avait été transmis. Hunter Sha expliqua alors que l'ombre de Byung-gu était soudainement apparue dans son subconscient. L'apparition semblait apeurée et avait mis Jinwoo en garde contre ses propres pouvoirs. Selon elle, Byung-gu lui avait confié qu'une force inconnue l'avait tiré d'une obscurité sans fin. D'un ton grave, il avait averti que les pouvoirs de Jinwoo étaient à la fois immensément puissants et terriblement dangereux. Il espérait qu'un jour, Jinwoo en comprendrait la véritable nature. Le lendemain, la guilde Ajin lança un nouveau raid, mais contrairement aux expéditions habituelles, celui-ci ressemblait davantage à une sortie des tentes. Les chasseurs mangeaient et discutaient tranquillement, tandis que les soldats de l'ombre s'occupaient de vaincre les monstres. Gino plaisanta, disant que c'était incroyablement pratique. Tout le travail pouvait être fait par les invocations pendant qu'eux se reposaient. Jinwoo, lui, ne partageait pas cet avis. En observant une fourmi de l'ombre tenter de dévorer la carcasse d'un monstre, il soupira. Même ses invocations semblaient trop détendues. Ses pensées revinrent alors aux paroles de Hunter Sha. Si ce qu'elle disait était vrai, il devait comprendre la véritable source de son pouvoir, et non simplement chercher à devenir plus fort. Gino, de son côté, lui demanda des nouvelles de Gina, sa petite sœur, après l'incident du donjon de son école. Jinwoo répondit qu'elle allait bien, qu'elle avait juste besoin de repos. Fermant ensuite les yeux, il activa sa compétence stockage d'ombre de niveau 2. Avec cette amélioration, il pouvait désormais partager ses sens avec l'un de ses soldats de l'ombre. Il choisit d'observer à travers l'un d'eux et vit Gina profondément endormie devant la télévision. Non loin d'elle, Beru, censé monter la garde, tenait la télécommande et regardait joyeusement un feuilleton coréen. Jinwoo laissa échapper un léger soupir. Cela expliquait sans doute pourquoi Beru parlait toujours d'une manière aussi étrange. Changeant ensuite de point de vue, il observa à travers un autre soldat de l'ombre chargé de surveiller sa mère pendant son shopping. Là, il la vit en pleine dispute animée avec Hunter Choi. Mais soudain, son champ de vision changea encore. Cette fois, il vit de l'eau ruisselant doucement. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre. Il était en train de regarder Hunter Sha se détendre dans son bain.
Jin-Woo fut pris de court. Son visage devint rouge lorsqu'il réalisa qu'il venait, par accident, d'apercevoir la chasseuse chat dans une situation embarrassante. Gêné, il sentit qu'il lui devait des excuses, peut-être même une petite compensation pour se faire pardonner. Au même moment, Jino évoqua une nouvelle alarmante. Une porte de rang S était apparue dans le district de Shinjuku, au Japon. On estimait qu'une évasion de donjon pourrait survenir d'ici 3 jours. Il demanda alors si les autorités japonaises avaient contacté Jin-Woo. Celui-ci confirma, mais précisa qu'il avait une tâche bien plus urgente à accomplir avant cela. Il sortit alors la clé du temple de carton et vérifia le compte à rebours. Il restait encore 27 heures avant l'ouverture du portail. En observant l'objet, il comprit que cette clé n'était pas un simple artefact, c'était une invitation du système lui-même. Et il en était certain, cet endroit détenait les réponses à propos de ses pouvoirs. Pendant ce temps, au Japon, dans un luxueux manoir, un homme se vantait de ses talents. C'était Yuri Orlov, un chasseur russe de rang S, spécialisé dans la magie de soutien et la création de barrières magiques. Face à lui, plusieurs chasseurs japonais cherchaient son aide. Sugimoto expliqua la situation critique du pays. Des portails de rang apparaissaient partout, et chaque grande guilde avait déjà déployé ses meilleurs chasseurs de rang S. Le Japon manquait désormais cruellement de force pour affronter de plus grandes menaces. Un peu ivre, Orlov rit doucement avant de commenter que la situation du Japon semblait désespérée. Mais avec arrogance, il affirma être l'homme idéal pour sauver le pays, à condition d'être payé. Son tarif ? 3,6 milliards de dollars par an, ou 10 millions par jour. Pour ce prix, il garantissait pouvoir contenir n'importe quelle porte. Sugimoto, stupéfait, lui demanda s'il était sérieux. Un sourire narquois aux lèvres. Orlov répondit que c'était un prix honnête, bien moins cher que d'engager Thomas André. D'un ton moqueur, il ajouta que le Japon n'avait qu'un seul choix, payer 10 millions par jour pour sauver le pays, ou le laisser s'effondrer en économisant. Ces propos irritèrent Ashino et Tuada, 2 chasseurs présents. Orlov, voyant leur mécontentement, claqua des doigts. Une puissante barrière les enferma aussitôt. Paralysés, incapables du moindre geste, ils comprirent qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Orlov, d'un ton hautain, leur ordonna de ne pas bouger sans sa permission, les défiant même de briser sa barrière s'ils en étaient capables. Terrifiés, ils réalisèrent qu'ils ne pouvaient pas bouger du tout. Face à cette démonstration, Sugimoto dut se rendre à l'évidence. Orlov disait vrai. Il promit d'en informer le gouvernement au plus vite. Pendant ce temps, dans son appartement, Jin-Woo se préparait à partir. Sa mère, inquiète, s'approcha pour lui parler, mais il la rassura avec un sourire. Tout irait bien. En ouvrant la porte, il promit qu'il reviendrait vite. Soudain, une notification système apparut. La localisation de la porte menant au temple de carton allait être révélée dans quelques secondes. Au même moment, à l'école de Gina, la zone était bouclée par des rubans de police. Des agents de l'association des chasseurs inspectaient les lieux. Une porte venait d'apparaître exactement au même endroit qu'une précédente, un phénomène extrêmement rare. Une agente remarqua alors quelqu'un s'approcher et lui barra le passage, lui demandant de ne pas avancer. Mais lorsqu'elle reconnut Jin-Woo, elle hésita. Il lui demanda aussitôt des nouvelles du portail. L'agente expliqua que c'était une simple porte de rang C, apparue il y a 3 jours, et qu'une équipe de chasseurs y était entrée depuis 2 heures. Les yeux de Jin-Woo s'écarquillèrent. Le portail n'aurait pas dû s'ouvrir avant la révélation officielle de son emplacement. Quelque chose clochait. Il avertit aussitôt qu'il fallait interrompre le raid. Sinon tout le monde allait mourir. L'agente, confuse, tenta de l'arrêter, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un donjon ordinaire. Sans l'écouter, Jin-Woo passa devant elle et entra dans la porte, laissant les agents stupéfaits. À l'intérieur, les chasseurs venaient de vaincre un groupe de monstres et se tenaient face à une immense porte qu'ils tentaient vainement d'ouvrir. C'est alors que Jin-Woo apparut, les avertissant que c'était un piège. Sa présence les surprit, et ils exigèrent une explication. Calme, il déclara qu'il avait survécu à un double donjon et les exhorta à quitter les lieux pour leur sécurité. En s'approchant de la porte, il remarqua qu'elle réagissait différemment de celle de son passé. Une notification système apparut. Le temple de carton nécessite une clé pour être ouvert. Jin-Woo utilisa la clé noire qu'il avait obtenue plus tôt, et la porte s'ouvrit lentement sous les yeux stupéfaits des chasseurs. Le chef du raid s'emporta, affirmant que ce donjon appartenait à sa guilde et que Jin-Woo dépassait ses droits. Même en tant que chasseur de rang S, Jin-Woo resta silencieux et le laissa tenter. Mais dès que le chef posa la main sur la porte, le système rejeta son entrée. À cet instant, une gigantesque statue de pierre bougea à une vitesse fulgurante. Jin-Woo réagit aussitôt, l'attrapa par le col et le tira en arrière, lui sauvant la vie de justesse. Fixant le monstre, il avertit les chasseurs. Tous les êtres à l'intérieur sont mortels. Sortez d'ici et signalez immédiatement l'existence de ce double donjon. Puis, sans attendre leur réponse, il entra seul dans le temple de carton. Les portes se refermèrent derrière lui. Une lumière bleue surnaturelle envahit la pièce,
illuminant des rangées de statues imposantes. En avançant, Jinwoo sentit que tout ressemblait à son premier double donjon. Mais cette fois, c'était différent. Il n'était plus le même homme qu'avant. Il comprit que ces statues n'étaient pas vivantes, mais des marionnettes contrôlées. Son regard se fixa sur la source d'énergie magique la plus intense. Une statue d'ange encapuchonné. Jinwoo la pointa du doigt et déclara qu'il savait qu'elle était le véritable boss caché du donjon. L'entité resta silencieuse, puis un sourire inquiétant apparut sur son visage, comme si elle accueillait Jinwoo. La scène se déplaça alors vers l'aéroport international du Japon. À peine Yuri Orlov mit le pied sur le sol japonais que les journalistes se ruèrent sur lui, le bombardant de questions. Comment comptait-il gérer cette porte de rang S? Orlov répondit avec assurance qu'il utiliserait sa méthode habituelle, tracer un gigantesque cercle magique autour de la porte et y canaliser toute sa magie. Ainsi, rien ne pourrait s'échapper. Les journalistes doutaient de sa capacité à le faire seul, mais il les rassura. Tant que des cristaux de mana seraient installés partout dans Tokyo, son sort absorberait leur énergie et créerait une barrière impénétrable. Arrogant, il conclut qu'il allait sauver le Japon, et qu'il devrait simplement se souvenir du nom de leur sauveur. En Corée, Monsieur Go regardait le reportage avec inquiétude. Peu importe si Orlov réussissait ou échouait, les conséquences seraient terribles. Il demanda alors des nouvelles de Jinwoo. Jinkiel afficha les données de la guilde à Jin et annonça une découverte surprenante. Malgré son effectif réduit, la guilde rivalisait déjà avec les plus grandes. Monsieur Go esquissa un léger sourire, une guilde d'un seul homme. Voilà quelque chose d'unique. Mais leur échange fut interrompu. Le téléphone de Jinkiel vibra. Il décrocha aussitôt et son visage se figea. La porte réapparue à l'école était en réalité un double donjon, et Jinwoo venait d'y entrer. À l'intérieur, l'entité angélique face à lui commença à trembler. Soudain, ses cils se déployèrent dans un fracas assourdissant, libérant une pression immense. D'un seul geste, il écrasa la pierre tombale qu'il tenait, la réduisant en miettes. Jinwoo l'observait attentivement. Si les règles inscrites sur cette stèle pouvaient être brisées si facilement, alors elles n'avaient aucun sens. Il prit la parole d'un ton ferme. « C'est toi qui m'as invoqué ici? Qui es-tu réellement » L'entité esquissa un sourire et répondit calmement. « La question n'est pas qui je suis, mais qui es-tu devenu, toi, Jinwoo » Puis il frappa dans ses mains. Aussitôt, toutes les statues du temple s'animèrent et se ruèrent vers lui. « Voici ton épreuve finale. Si tu la surmontes, je te dirai tout. » Jinwoo invoqua son armée d'ombre. Mais l'entité claqua des doigts. D'un instant à l'autre, toutes ses invocations disparurent. « Ce test n'évaluera pas ton armée, mais ta propre force, » déclara la voix. Un message système apparut alors. Les compétences de classe sont restreintes pour le test final. L'usage de potions, de la boutique et des effets de récupération est interdit. Le test doit être complété avant toute sortie. Jinwoo resta interdit. En un instant, tous ses atouts avaient disparu. Il ne lui restait que sa force brute. Serrant les dents, il dégaina ses dagues. Les statues géantes l'encerclèrent. L'une d'elles abattit sa lance sur lui. Jinwoo l'attrapa au vol, la brisa en deux et lança le fragment pointu droit dans la tête de son adversaire. Bondissant sur le projectile enfoncé, il prit appui et écrasa la statue d'un seul coup. Mais une autre attaqua aussitôt, brandissant une gigantesque hache. Jinwoo sortit ses dagues, trancha l'arme en deux, puis utilisa la partie brisée comme appui pour bondir et planter sa lame directement dans la tête de la statue, la réduisant en poussière. Soudain, la statue de l'archer décocha une flèche. Jinwoo la coupa en plein vol, avant de renvoyer le fragment droit sur la tête de l'archer de pierre, le pulvérisant à son tour. Plusieurs statues chargèrent simultanément, mais il résista à chacune de leurs attaques avec une agilité surhumaine. En hauteur, l'entité angélique observait la scène, esquissant un sourire satisfait. Il reconnaissait la progression spectaculaire de Jinwoo pour un simple humain. Mais, pour lui, le test n'était pas terminé. Il voulait s'amuser davantage. Alors, la statue divine assise sur son trône commença lentement à se lever. Son regard vide se posa sur Jinwoo, et un sourire inquiétant se dessina sur son visage de pierre. « Maintenant, il est temps d'adorer Dieu », déclara l'ange, un sourire sadique aux lèvres. La scène quitta alors le champ de bataille pour se déplacer vers le siège de l'Association des chasseurs de Corée, où une réunion importante se tenait entre Monsieur Go et Matsumoto Shago, président de l'Association des chasseurs du Japon. Sans détour, Matsumoto posa un document sur la table. Un contrat stipulant que le Japon ne réclamerait aucun cristal magique provenant de l'île de Ju, en échange de la possibilité d'embaucher le chasseur Sung Jinwoo. Calmement,
Monsieur Go refusa. Il rappela que Jinwoo ne faisait même pas partie officiellement de l'association coréenne. Matsumoto admit ce fait, mais ajouta que, puisqu'il était coréen, le contacter sans passer par eux serait presque impossible. Il s'agissait donc simplement d'une tentative de négociation. En relisant la lettre, Monsieur Go réalisa qu'en l'absence de Goto Ryuji, la gestion de la porte de rang S aurait été un désastre. Pourtant, le montant proposé pour Jinwoo lui paraissait douteux. Il posa alors la lettre et demanda à parler directement, sans interprète. Matsumoto sembla surpris de l'entendre parler japonais. Monsieur Go expliqua qu'il avait passé son enfance au Japon, où son père faisait des affaires. Une fois seul, il se tourna vers Matsumoto et le prévint froidement d'arrêter ses manipulations. Il avait entendu des rumeurs selon lesquelles Matsumoto cherchait à prendre le contrôle de la guilde des épées dégainées. Matsumoto se leva, niant avec vigueur. Mais Monsieur Go resta calme. Il sortit une petite boîte noire de sa veste et la posa sur la table. C'était une boîte noire contenant des enregistrements des communications de l'équipe japonaise sur l'île de Ju. Ces enregistrements prouvaient leur intention de promouvoir Goto Ryuji comme chasseur national, tout en éliminant les chasseurs coréens de rang S. Le visage de Matsumoto devint livide. La sueur perlait sur son front. D'un geste, Monsieur Go libéra une intense pression magique, écrasant littéralement la boîte dans sa main. « Je ne rendrai pas ces informations publiques », déclara-t-il. « Mais vos actes ont mis en danger non seulement la Corée, mais toute l'Asie. Vous devriez remercier Jinwoo. Sans lui, le raid sur l'île de Ju se serait terminé en catastrophe. » Pendant ce temps, à l'intérieur du double donjon, Jinwoo continuait de se battre contre les statues géantes. Malgré sa puissance, le nombre d'ennemis semblait infini. Soudain, il sentit un danger imminent. La statue de Dieu préparait une attaque. De ses yeux s'accumulait une lumière terrifiante. N'ayant pas le temps d'esquiver, Jinwoo activa d'instinct sa compétence toucher du dominateur, manipulant les statues alentour pour les placer en bouclier devant lui. Un rayon lumineux jaillit, transperçant les statues et les réduisant en cendres, mais le protégeant de l'impact direct. Comprenant que cette attaque pouvait le tuer d'un seul coup, Jinwoo se concentra. Il devait éliminer la statue divine en premier. À ce moment précis, une nouvelle notification apparut. Compétence améliorée, toucher du dominateur, autorité du souverain. Cette nouvelle version lui permettait d'utiliser la télékinésie à une échelle bien plus vaste. La statue tenta alors de l'écraser de son pied colossal, mais Jinwoo esquiva, bondissant sur son épaule. Au moment où la statue préparait un nouveau rayon, il modifia sa trajectoire en plein vol grâce à sa nouvelle compétence, évitant de justesse l'attaque. Posé sur l'épaule du géant, il activa sa compétence de mutilation, enchaînant une série de coups critiques sur le visage de la statue. Mais les dégâts restaient minimes. La statue afficha un sourire moqueur. Frustré, Jinwoo concentra toute sa puissance dans son bras droit et porta un coup dévastateur. L'impact fit exploser la tête de pierre, projetant la statue de Dieu au sol. En retombant, Jinwoo fut aussitôt encerclé par les autres colosses, mais il activa l'autorité du souverain, écrasant toutes les statues autour de lui d'une seule onde télékinétique. Essoufflé, il réalisa à quel point il avait progressé. L'ange descendit lentement du ciel, applaudissant avec un sourire. Jinwoo le fixa froidement. « Tiens ta promesse. » Mais l'ange éclata de rire. « Le test n'est pas terminé. Le véritable adversaire, c'est moi. » Une nouvelle alerte du système apparut. Quête d'urgence activée. Votre cœur s'arrêtera si vous ne battez pas l'ennemi dans les 10 minutes. Sous le choc, Jinwoo demanda qui il était réellement. L'entité répondit à travers une notification du système. « Je suis l'architecte. Le créateur du système qui t'a guidé depuis le début. » À l'extérieur, Jingshil arriva sur les lieux accompagné de cette chasseur d'élite. Dès qu'il s'approcha de la porte, une vague de puissance glaciale le frappa de plein fouet, le figeant sur place. Tremblant, il ordonna à son équipe d'envoyer un signal d'urgence aux grandes guildes voisines et aux chasseurs de rang S dans son esprit. Une seule question tournait. Qui est réellement Sung Jinwoo? Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve vendredi pour le prochain épisode. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu.